Et je me suis dit, j'ai 365 jours. Allez, challenge. Et en fait, de ce truc-là, je suis repartie en mode challenge. Mm. J'ai fait 365 jours de concerto de Hana, 365 jours de tout mon programme. Mm. Et je suis revenue et j'ai gagné ce concours contre Mm. toute attente. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que vous êtes en forme pour cette 17e édition du Dessous des cordes. Alors vous avez vu, l'interview d'aujourd'hui a émis l'idée d'avoir une autre configuration pour cette interview, donc on va voir si c'est mieux, vous allez nous le dire dans les commentaires si vous préférez ça. En tout cas, je suis très heureux de recevoir Gaëlle Solal. Salut Gaëlle. Coucou Benjamin. Tu vas bien? Super. Bon, alors je suis doublement heureux de te recevoir aujourd'hui, parce que tu es une guitariste qui n'a pas eu du tout une trajectoire linéaire, je trouve, que ça soit dans les endroits où tu as vécu, dans les endroits où tu as étudié, dans tes projets qui sont très divers. Et je pense que c'est quand même une de tes caractéristiques. Une autre de tes caractéristiques, j'ai l'impression aussi, c'est que tu parles sans chichi. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas la langue dans ta poche, donc on va pouvoir débattre de plein de choses. Donc je suis très Très bien. content de te recevoir. Parfait. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Donc Gaëlle Solal, je suis guitariste classique, mais pas que. J'ai un parcours un peu multidisciplinaire, donc je touche un peu à plein de choses. J'ai fait pas mal de musique populaire, dont de la musique brésilienne. Mais je ne me considère pas du tout une spécialiste, mais voilà, je touche à ça. Et j'ai étudié aussi le clown et je fais de l'improvisation théâtrale depuis 15 ans. Donc voilà, et j'ai plein de passions diverses et variées. Voilà. Alors, j'espère on ira dans tout ça. Pour dire un petit peu, tu as joué partout dans le monde, Oui, hein, tu as fait des concerts dans plus de 40 pays. Ton dernier disque, Tuhu, est sorti en 2020, c'est ça. avec des pièces de Diens, musique brésilienne, Oui. Villa-Lobos, etc. Avant, si on remonte un petit peu en 2011, tu avais un disque Chacun et Passacaille. Oui. Tu as, pour ce qui était des prix après le conservatoire, premier prix Alessandria en 1998, 18. Ouais. bravo. Deuxième prix GFA en 2006, beaucoup plus tard, Ouais. où tu t'es remise à faire des concours. Ouais. Derrière Thomas Vulotto, qu'on embrasse d'ailleurs, encore un guitariste français qui a réussi. Complètement. Ce que je trouve super, c'est que tu as eu et tu as toujours des projets divers. Moi, je me rappelle quand j'étais vraiment très jeune étudiant, je t'avais entendu au Théâtre des Champs-Élysées, je crois, dans le duo Astor. Champs-Élysées, je crois pas, mais le duo Astor, oui, a été. C'était une grande salle, Mogador peut-être. Mogador. C'était une grande salle Champs-Élysées, j'ai jamais parisienne. fait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais là. Parlons aussi évidemment de Crazy Nail, où c'est un spectacle multidisciplinaire aussi avec du clown, de l'humour. C'est ça. Mhm. Et tu es prof. Alors tu étais prof. T'es pas encore été prof en France, je crois. Non, jamais. 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 Tu étais prof à Cordoue, à Séville, J'ai été prof à Gand aussi. à Gand. Ah, t'es plus prof Je à ne suis Gand. plus prof à Gand. Ouais. Tu es prof quelque part actuellement? Non, plus du tout. D'accord, bah ça aussi, c'est pas linéaire. Et tu as des engagements connus, Guitare L, Oui, hein, dont on parlera. Pour faire simple, c'est pour... c'est pour donner de la visibilité aux femmes guitaristes. Voilà. Super. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Gaëlle, on va commencer avec des questions un petit peu sur ce qui te fait vibrer. On va parler un petit peu de ta guitare pour commencer peut-être, de ton parcours, un petit peu pour inspirer un peu les jeunes hommes et jeunes femmes qui te regardent. On va parler un petit peu de la variété des projets. Pourquoi est-ce que tu es si varié dans tes projets? Parce qu'il y en a qui ont, je sais pas, leur répertoire de guitare solo toute leur vie, qui sont très heureux comme ça. Et puis, t'en as qui sont vraiment touche à tout comme toi. Et je trouve que c'est très inspirant aussi de ton parcours. Et on parlera évidemment des femmes dans la guitare, et puis en général, et puis d'autres questions bonus, si on a le temps à la fin. Est-ce que le menu te convient? Ça va? Oui, c'est parfait. Alors, Attaque. Alors, tu nous as ramené ta guitare. Oui. Alors, tu me dis, ouais, j'aimerais bien parler de ma guitare, etc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, elle a de particulier qu'elle est arrivée à un moment où je ne cherchais pas de guitare. Ce qui est mon cas, parce qu'en fait, j'ai eu dans ma vie différentes guitares que j'ai beaucoup aimées, que j'ai toujours eu par coup de cœur, dont la première guitare de concert que j'ai achetée ici, à la Guitareria. J'ai essayé toutes les guitares du magasin et je suis repartie avec une guitare Contreras, modèle concert basique, que j'ai joué jusqu'à la péter, quoi. Enfin, j'exagère. Et puis ensuite, j'ai une guitare Papalardo et ensuite une guitare Friedrich. Et donc, moi, les guitares, c'est quelque chose qui m'intéresse que pour ce qu'elles dégagent, mais je ne suis pas du tout à la recherche de nouvelles guitares.
C'est pas du tout, j'en essaye dans les salons, mais je suis pas du tout une fétichiste de guitare. J'en ai 3 ou 4 à la maison et c'est tout, quoi. Et donc, en C'est fait, déjà pas mal, c'est hein. déjà pas mal. Voilà. Et donc, celle-là, je suis allée faire un essai pour. C'était un blind test pour montrer si les bois exotiques étaient intéressants ou pas, dans une idée du futur des constructions des guitares. Donc, j'ai fait 4 heures de blind test. Et puis, dans un couloir, ce luthier belge, Walter Verreyt, m'a fait essayer ce nouveau prototype. Donc, j'étais au bout de ma vie et j'ai essayé cette guitare par politesse. Et j'ai fait waouh, super. Et puis je suis repartie chez moi. Et en fait, pendant 15 jours, j'avais parlé de cette guitare qui s'appelle Rondine, c'est le nom qu'ils lui ont donné, tous les jours, pendant 15 jours. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose. Et donc, j'ai rappelé pour savoir quelqu'un avait mis une option dessus. Et donc là, je me suis dit, ah, la catastrophe. Et puis, coup de chance, la personne ne l'a pas prise. Et donc là, le luthier m'a dit, tu peux l'emporter, essaye-la tranquillement. On n'était même pas sûr de la vendre. Et donc, depuis, je joue dessus, ma Friedrich est au placard. Ok, ça a remplacé la Friedrich. Voilà, donc c'est quand même. Et alors, en quoi elle te plaît cette Qu'est-ce guitare? qu'elle a de particulier? C'est déjà, elle est très facile à jouer. Moi qui ai toujours eu des guitares hyper mastodontiques, un peu casse-main, là c'est juste la main gauche, c'est juste que du bonheur. Et quand on tourne beaucoup et des fois on a la fatigue de la tournée, c'est quand même bien d'avoir un instrument qui se laisse jouer. Elle est très versatile parce elle est toute en. Je vais pas avoir le mot. En maple, c'est de l'érable. Elle est en érable sur les éclisses et le fond, ce qui fait qu'en fait, tu peux jouer tous les répertoires. Ce qui m'intéresse. Donc, je peux faire du bac comme de la musique brésilienne. Et en fait, elle n'a pas du tout un son qui est déjà teinté où tu fasses ah ouais, ça va plutôt par là. Non, elle est hyper ouverte. Je peux un peu tout faire avec. Et elle projette bien. Donc, c'est tout ce que je veux, quoi. Disons, c'est très difficile de trouver la guitare parfaite, hein, Ah parce non, que non, c'est impossible. on change d'avis aussi, c'est comme trouver l'appartement parfait ou autre chose de parfait. Bien sûr, ouais. Et ça évolue avec le temps. Oui. Par exemple, quand on fait des concerts dans les grandes salles, là, on va plus privilégier une guitare qui sonne fort et qu'on. Ouais. Voilà, ça s'adapte aussi à notre vie de musicien, quoi. Complètement. Et ça, là, c'est la guitare parfaite pour toi aujourd'hui. Bah en fait, ce qui est très drôle, pour l'instant, c'est la guitare parfaite, en plus qu'elle est avec une table en épicène, qui est la première fois dans ma carrière, et qui en fait vient casser un mythe que j'avais, on m'a toujours dit depuis que je suis gamine, on m'a dit, il faut jouer du cèdre. Et c'est un des rares sujets que je n'ai jamais questionné, alors je remets quand même tout en question. Et donc j'ai joué du cèdre toute ma vie, et puis cette guitare est arrivée, et ça a fait genre, mais en fait, l'épicéa, pourquoi je n'avais même jamais essayé de l'épicéa, j'en étais là. Ah ouais, d'accord. Donc j'étais vraiment dans la doctrine pure et dure, et donc ça me fait plaisir aussi d'avoir pété un espèce de pilier qui n'en était pas du tout. Moi, j'ai joué très longtemps sur Sato, c'est Casio Sato, et ces guitares, c'était une guitare assez ancienne, enfin qui avait 15 ans et qui était assez brune. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah, mais j'ai essayé une cèdre de votre part. Il me dit, non, non. Je dis, comment ça? C'est une épicéa parce qu'en fait, je ne fais que des épicéas et en fait, avec le temps, ça brûle. Et je me suis dit, mais en fait, cèdre, épicéa, c'est presque, enfin, ça veut rien dire. Enfin, mais non, bien sûr. Voilà. Hein. Ouais. Donc, ne vous arrêtez pas à ça quand vous essayez les guitares. Surtout pas, essayez vraiment toutes les guitares et arrêtez-vous qui vous fait vibrer, voilà, tout simplement. Et toi, tu joues. Alors, c'est marrant parce que dans les premières vidéos que j'ai vues, qui remontent à 10-15 ans, tu jouais pas avec le repose-pied, déjà à l'époque? Je jouais avec l'ergoplay, je crois. Ouais. Il y a longtemps. Et puis, j'ai eu. Après, je suis passée au Ritano, parce que j'ai eu quelques déconvenues de ventouses, hein, ce qui m'a fait décoller, un peu de stress comme ça. Moi, j'ai toujours été assez contre. J'aime pas dire, assez contre tous ces mécanismes, parce que en vrai, je trouvais ça très moche, toujours. Et donc je disais, donc je travaillais avec ça parce que bon, je savais qu'à la longue, j'allais me péter le dos. Et puis est arrivé ce genre de prothèse, de système un peu transparent, un peu joli. Et là, je me suis dit, ah ouais, je vais quand même essayer. Et donc depuis, là, j'utilise Guitar Lift, il y en a plein, et je trouve ça assez joli, pratique et super bien d'avoir les 2 pieds par terre. Et donc, parce que c'était une époque où c'était quand même rare les gens qui jouaient sans repose-pied. Ouais, mais très vite, en fait, quand j'enseignais à Cordoue, j'avais un de mes collègues qui était prof d'ergonomie, qui dans le train, quand on allait tous les jours de Séville à Cordoue au boulot, m'a dit un jour, écoute Gaëlle, je te donne ça. Et c'est lui qui m'a donné mon premier ergoplay. Et qui m'a dit, je te le donne, t'essayes. Et j'étais vraiment là, non mais sérieusement, quelle horreur ce truc. Et donc j'étais, voilà, ça fait partie des choses que j'ai questionnées très vite. Et il m'a dit, tu sais, bon là t'es jeune, mais en fait, quand tu auras 40-50 ans, tu vas te souvenir de moi. Et je me souviens de lui maintenant. Et je suis contente parce que d'être complètement déséquilibrée, voilà. Et pour parler un peu de musique, parce que moi, quand je te vois dans tes vidéos, etc., même en général, j'ai l'impression que tu abordes vraiment la musique, comment dire,
de façon joyeuse. Alors, je veux pas dire pas sérieuse, mais toi, tu as des gens qui sont vraiment là à essayer de chercher la vérité. Toi, on voit que tu es là pour te faire plaisir, quoi. C'est un peu ton... Ah, T'as complètement. toujours été comme ça ou... Non, pas du tout. J'ai Ah ouais? été très sérieuse très longtemps parce qu'aussi, ça faisait partie d'un de mes piliers dans ma formation. C'était on n'est pas là pour rigoler, il faut pas parler, il faut pas sourire, il faut pas bouger. Et donc, pendant très longtemps, je jouais et j'étais comme ça, je bougeais pas, comme ça, tout était. Voilà. Et moi-même, à l'intérieur, je commençais à m'ennuyer profondément. Et après, c'est dans les choix de répertoire. Et en fait, il y a eu ce voyage que j'ai fait au Brésil en 2009 qui a en fait fait exploser tout le carcan que j'avais de cette idée de ce qu'il fallait être ou faire. Et en fait, j'ai vu là-bas des gens faire de la musique autour d'une table, boire, manger, jouer, rire, des amateurs, des professionnels jouer à un niveau, mais vraiment à un niveau mais stratosphérique. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, le curseur, en fait, il n'est pas du tout là. Avec le sourire aux lèvres. Ouais, c'est ça. Et puis la joie de partager, Ouais. de jouer de la musique. Jamais, tu viens de quelle école, tu viens d'où, quel conservatoire. On m'a juste dit, Gaëlle, tu joues quoi comme musique? Donc je dis, mais moi j'aime ça. Et donc j'ai commencé à jouer des trucs que j'aimais. Et de voir des gens jouer en ayant la banane, je me suis dit, mais en fait, enfin, pourquoi rajouter ça par-dessus? Alors je dis pas que... Voilà, il faut beaucoup de concentration, mais ce qui n'empêche pas de prendre du plaisir. Voilà. Et donc dans mes choix de répertoire, ensuite, j'ai beaucoup adapté. Et c'est devenu... En fait, en repartant du Brésil, j'ai eu vraiment sur ça, je me suis dit, soit tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, bah, c'est valable et je vais continuer comme ça, soit en fait c'est l'occasion de prendre un virage et quelque part de me dire, bah, en fait non, c'est pas la bonne voie pour moi. Et ça, c'est que pour moi. Je dis absolument Ouais. pas qu'il faut aller là ou il faut aller là. Pour moi, ça Tu as trouvé ce qui te correspondait, quoi. c'est ça, à ma personnalité, qui est plutôt jouette, de pas toujours être hyper sérieuse. Et en parlant de personnalité, tu es aussi quand même hyper énergique, quoi. Tu arrives. Et si tu avais une ligne directrice, toi, je sais pas, dans tes projets, Ouais. maintenant, c'est. Parce que. Voilà, parce qu'il y en a qui peuvent être, comment dire, très statiques sur scène, etc. Oui. Ou même dans leur vie, toi, qui ont un projet, deux Oui. projets, qui font à fond, qui sont un peu pépères, je sais pas. Oui, mais oui. Toi, j'ai encore vu récemment là, sur Instagram, tu faisais un appel à projet Ouais. d'une danseuse circassienne. Je me suis dit, ah bah, c'est quoi ça? Faut que je lui en parle. Ouais. Bah ça, je peux pas encore t'en parler, c'est le prochain projet, mais Mais sur l'accumulation des projets, quoi. En fait, Ouais. j'ai l'impression que tous les 2-3 ans, je sais pas, tu lances un nouveau ouais, projet. complètement. Et j'en ai là sous le coude encore plein de trucs. En fait, moi là, depuis récemment, je fonctionne en fait au désir, à l'envie. Il faut que je me dise, j'ouvre mon agenda, je fais, ah ouais, je vais là, vendredi, il y a ça. Trop bien. Et donc, pendant un temps, c'était un peu schizophrénique. C'était, ah oui, ce soir, c'est récital Chagon et Passacaille. Ah, demain, c'est Crazy Nails. Ah ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on sort la bandoulière, on met les guitares amplifiées. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Mais j'ai trouvé ma façon de faire. Ça m'a demandé beaucoup de temps de comprendre. Et puis aussi de passer au-delà de ce que les gens vont penser de moi. Ça, j'ai mis pas mal de temps à m'en défaire. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Dès que j'ai dit aux gens, je prends des cours de mime, je prends des cours de clown, tout le monde m'a dit, mais tu vas arrêter la guitare. Je dis, mais qui m'a dit que j'allais arrêter la guitare? Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, je vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est des nouvelles cordes à mon arc. Je savais pas comment, pourquoi, où. Et en fait, maintenant, les choses se cristallisent. Et quand les gens voient les projets aboutis, ils font, ah, c'est super. Je dis, mais oui, mais c'est normal. Mais ça m'a demandé 10 ans de maturation, d'erreurs, d'essais, de dire, je vais par là, non, ça pas, ça si. Et après, de s'assumer aussi Après, c'est l'âge, je pense, qui aide à faire ça, c'est de s'assumer, de dire en fait comment j'ai envie de faire de la musique, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie que les gens, en repartant, se disent ah ouais, j'ai écouté ça, j'ai découvert ça. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux mettre en fait de moi sur scène. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis cachée derrière ma guitare, alors que maintenant, pas du tout. En fait, maintenant, c'est bah. Tu viens voir un récital, ben, c'est 100% moi, avec toutes mes failles, avec tous les trucs qui sont... Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est moi. Voilà, c'est ça, et je vais pas... En fait, et c'est ce que disent souvent les gens, je suis la même personne backstage, sur scène, dans la vie, sur un pot, enfin, je suis une seule personne. Et ça m'a mis beaucoup de temps d'unifier tout ça. Avant, j'avais une persona de mon personnage de scène qui était comme ci, qui était comme ça. Et avant de continuer, j'aimerais quand même vous rappeler, vous l'avez vu, mais nous sommes à la Guitaria, comme très souvent pour ces interviews. Donc la boutique à Paris où on vient essayer des guitares, on vient prendre des cafés, on vient acheter des partitions, on vient parler avec Orlando, José et Fred. Et on est très heureux qu'ils nous ouvrent la boutique quand c'est fermé pour faire ces interviews. Donc un grand merci à eux. Toi, tu viens de Marseille. Ouais. T'as plus du tout ton accent, là. Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, mes parents sont pas de Marseille, donc je l'avais juste de l'école, entre guillemets.
Et puis je suis partie quand j'avais 16 ans, je suis venue faire mes études à Paris, Mm. donc très vite, puis il y avait le côté la petite provinciale qui débarque, donc assez vite, je sais pas pourquoi, instinctivement j'ai un peu limé mon Mm. accent, en plus de mes ongles. Oh. Et comme j'ai toujours vécu en dehors de Marseille, on l'entend sur certains trucs, mais voilà. Et parce que tu as des parents qui ne sont pas musiciens, Non. hein. Mhm. Tu as une sœur qui est Oui. musicienne, Mhm. qui fait des chroniques, je crois, sur France Inter, violoniste. Mhm. Euh, et toi, tu as fait beaucoup de guitare avec Bartoli, c'est ça, Oui, René René Bartoli? Bartoli, oui. Est-ce que tu peux un peu en parler de cette époque-là? Parce que moi, j'ai jamais rencontré René Bartoli, mais j'avais fait les stages de Ponce à l'Acoum à l'époque, et il y avait une bonne partie Ouais. qui venait de Marseille. Enfin, c'était vraiment, il venait en tribu, quoi. Ouais, mais il y a une très grande école de guitare qui vient avant d'Aval, qui était le professeur de Bartoli. Euh, c'est une très très grande classe de guitare. Ça a été une très Hmm. grande classe à Marseille. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu le bicentenaire du conservatoire. Et ils ont fait un hommage aux grandes classes. Et donc, il y avait la classe de piano de Pierre Barbizet, la classe de violon de Terre Margarian et la classe de guitare de Bartoli. Donc, il y avait vraiment, voilà. Ah, C'était foisonnant, il y avait beaucoup de choses. Et c'était quelqu'un. Enfin, donc, évidemment, il est décédé maintenant, donc moi je parle mon souvenir, et surtout ouais. mon souvenir de gamine. Moi j'allais au cours en chantant, quoi. J'allais avec mon instrument, j'allais en dansant parce que c'était la fête, quoi. Hmm. Parce qu'il était gentil, parce il essayait de comprendre comment chacun fonctionnait. Moi, il a tout de suite compris que c'était au challenge. Donc c'était, tu fais ce carcassi bien, la semaine prochaine t'en as un, tu le fais très bien, t'en as deux. Donc moi je rentrais chez moi. J'étais à fond, j'arrivais. Hmm. Et donc, je sortais du cours, c'est genre, ouais, j'ai 2 nouvelles études de carcassi. J'étais complètement à fond. Et moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Donc, Hmm. ensuite, moi, j'allais. Alors, c'est l'époque, il n'y avait pas de partie. Donc, on allait acheter les partitions, les commander. Ça mettait du temps à arriver. On avait nos cassettes, nos CD, nos bazars. Et voilà, très à l'ancienne. Et donc, il y avait ce truc-là, la partition arrivait. J'arrivais au cours avec, je veux jouer ça. Et il me disait, parce que je l'ai entendu sur le CD de machin. Et il disait, ouais, non, c'est quand même un peu dur, Gaël, mais bon, on va quand même faire la première ligne. Et donc, c'est la première ligne. Donc, il avait un truc. Hmm. Il savait Il, te motiver, quoi. Enfin, de Enfin, c'était, motivation. Il avait totalement compris. Il m'a jamais dit, ça c'est trop dur, ça c'est facile. C'était juste, on apprend, on fait des trucs. Et il a eu une phrase incroyable quand j'ai fini mes études. J'ai fini très jeune, j'ai eu mon prix à 14 et j'ai fait une année de perf. Et puis il m'a dit, Gaël, il faut que tu partes. En fait, je t'ai appris tout ce que je savais. Je ne sais pas plus que ça. Et donc j'ai eu ce grand bonhomme qui m'a dit, genre, en fait, voilà, là c'est fini. Je me suis dit, mais c'est. Et donc, moi, à l'époque, j'ai pas réalisé, mais je connais très peu de profs qui font ça. ouais, Mais ça m'a très donné fort, un hein. grand modèle pour la suite. Et c'est ce que j'ai fait moi-même ensuite en tant que prof, quand j'étais prof à Séville. Au bout des 4 ans de diplôme, mes élèves disent, ouais, Gaël, je viens au stage. Je fais, c'est terminé. Moi, Hmm. tu as fait 4 ans avec moi, 1 heure et demie par semaine en individuel, plus toutes les heures que je donne en plus. En fait, c'est bon. En Hmm. fait, là, ce Hmm. qu'on va faire, c'est. Tu vas redevenir dépendant de moi et je veux que tu sois autonome. Je t'ai donné toutes les clés. Oh, je casse. Je t'ai donné toutes les clés. Tu pars et Hmm. tu utilises en fait. Maintenant, tu conduis ton truc, tu utilises les outils Hmm. et tu les testes. Et puis tu jetteras la moitié, tu apprendras chez d'autres gens et Hmm. faut partir, quoi. Donc il m'a donné une très belle leçon qui m'avait choquée à l'époque. Je me suis dit, mais il m'abandonne. Alors que non, c'est très beau. Ouais, c'est C'est très très super beau beau. avec le recul. Hmm. Et donc, tu es rentré au CNSM assez jeune, vers 16 ans, c'est ça? Ouais, ouais, je suis entrée trop jeune. Beaucoup trop jeune. Pourquoi Parce trop que jeune? j'ai débarqué à Paris, j'ai fait mon anniversaire 17 ans, première année, et en fait, vivre toute seule, me faire bouffer. Ouais, j'étais pas préparée pour ça. J'étais Hmm. pas du tout mature pour ça, donc je savais rien faire. Donc ça m'a complètement débordée. Plus des études ultra arides, dures, avec pas beaucoup de cours en fait, parce que c'est pas trop de cours le CNSM, je trouve que c'est Hmm. vachement light, donc pas beaucoup d'interaction avec les autres. Je m'accrochais aux amis du cours d'analyse parce que voilà. Hmm. La classe de guitare était très divisée, personne ne se parlait, entre les classes ça se parlait pas. Ah ouais, Enfin, d'accord. peut-être je dis un tabou, mais bon, c'était comme ça. Hmm. C'était un peu la terreur, quoi. Et D'accord. on arrivait en cours, on devait être là de 8 heures jusqu'à je sais pas quelle heure. Et c'était, il n'y avait pas d'ordre, c'était genre toi, toi, donc tu étais en tension. Moi j'avais mal au ventre le dimanche pour le cours du mardi. Comme ça pendant 3 ans, Pas une très bonne époque. une horreur. C'est mes plus pires souvenirs, j'en parle encore en thérapie. Donc voilà. Ok. Ouais, non, non, c'était, l'étape CNSM a été très destructrice pour moi. Qui venait, moi j'arrivais avec les deux couettes, la pêche et l'envie de tout jouer. Aucune idée du niveau, hyper Hmm. motivée. Et j'arrivais dans un truc où on m'a tout de suite dit, ça c'est dur, ça c'est pas ci, ça c'est pas, ça ne te va pas. Alors cette phrase.
À 17 ans, c'est quand même dommage. Et puis moi, j'étais Madame Pourquoi, donc c'était pourquoi ça? Parce que je voulais comprendre, parce que j'avais plein de trucs que je ne comprenais pas. Et donc on me disait, mais parce que, ou alors tu devrais savoir. Et donc je me suis pris mûr. D'accord. Donc au niveau de l'apprentissage, j'ai pas appris grand-chose. J'ai appris que c'était dur. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup badé. Enfin, c'était vraiment pas une belle période. Donc quand ça s'est arrêté, ouais, j'ai commencé les concours et j'ai dû me reconstruire en fait. Donc en fait, ça a été très destructeur pour moi cette période-là. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé le duo Astor ou pas du tout? Oui, Non? j'ai commencé en Ouais? première année de du Astor. On a tout de suite commencé, puis des concerts, Ce qui des était quand même cool, concours. non? J'imagine Ah ça, oui, c'était un c'était peu super. Puis moi, j'ai fait du duo toute ma vie en fait, puisque Hmm. mon frère faisait de la guitare avec moi. Le premier cours, c'était un cours de solo, un cours de duo avec lui. Donc moi, j'ai fait du duo Ton frère toute aussi ma est vie. musicien? Plus maintenant, il a D'accord. arrêté à l'adolescence et il fait de la guitare pour son plaisir, quoi. Et donc moi, j'ai fait Hmm. du duo toute ma vie. Donc moi, jouer en duo, c'est hyper naturel. J'adore ça en fait. C'est Hmm. mon grand kiff, quoi. Donc tout de suite, quand je suis arrivée à Paris, on a monté ce duo et bah, moi, j'adorais. C'était vraiment ah ouais, ça a Bah ouais. été 10 années pour moi dorées parce que j'adore le répertoire de duo. J'adore ce truc Vous de faisiez les communiquer. transcriptions aussi? Vous Ouais, faisiez... Ouais. on faisait quelques transcriptions, beaucoup de trucs originaux, des créations. Enfin, on a même créé un double concerto pour deux guitares orchestre. Enfin, moi, je me suis éclatée. Puis Hmm. j'adore ce truc de tu communiques à deux, plus tu communiques avec le Ouais. public. Il y a un truc qui est. Ouais, j'adore. C'est vraiment Ça super. varie, ça varie avec le solo, c'est très complémentaire, hein, on est Ouais, d'accord. ouais. Et après, tu es allé à Montréal, c'est ça? Ouais, en fait, donc après Paris, je suis partie déjà 1 an en Allemagne avec Roberto Hossel. Et Ok, puis après ça, je suis partie étudier avec Alvaro Pierri à Montréal. d'accord. Voilà. Bon, Ouais, c'est j'ai des fait. grands noms, Ouais, ouais. c'est des grands noms. Parce Oui, qu'à l'époque, c'était peut-être pas si courant que ça de sortir de France, non? ouais, d'office, d'office. Non? Ouais, ouais, parce qu'en fait, on savait pas, personne Ouais. savait. Et donc, en fait, pour avoir des infos, j'avais dit aux gens, mais quel prof, où aller? Enfin, c'était la pêche. Excuse-moi, t'étais assez jeune quand t'es sorti du CNCM, t'avais 22, 23? Quelque chose comme J'avais, ça? je crois que j'avais 19, ouais. Ouais, Ah, 19, ah, ouais, d'accord. ouais, Ouais, j'avais t'avais 19 ans, ouais. encore faim d'apprendre, hein, c'est Ouais, sûr. ouais, puis j'avais toute une Ouais. liste de gens que je voyais dans les cahiers de la guitare. Je me disais, putain, lui, ça a l'air bien. Et puis Hmm, en fait, j'avais vu, pour mon anniversaire de mes 15 ans, on était monté voir le concours de Radio France sans savoir que c'était la dernière année. ok. Et donc, j'avais vu la finale plus le récital d'Alvaro Pierri. Et donc, j'étais restée en mode, qui est cet extraterrestre? Je ne comprends pas ce gars qui monte sur scène, qui joue des trucs qui ont l'air mais infernaux et ça a l'air facile. Et donc j'étais restée en me disant mais et donc j'ai fait des stages avec lui depuis que je suis adolescente. Déjà. J'allais en Catalogne toute seule. Hmm. Je louais mon petit gîte avec en parlant en baragouinant espagnol. Non, non, j'étais assez débrouillarde. Et Ouais, niveau mentalité, alors, donc tu as connu la France, le CNSM, ouais. tu as connu l'Allemagne L'Allemagne, et le Canada. ouais. Ouais. Qu'est-ce que la mentalité, trois mentalités différentes, quoi. Complètement différent. J'avoue que j'ai pas beaucoup apprécié ces trois expériences. C'est horrible. Pour plein de raisons différentes. L'Allemagne parce que c'était pas assez régulier et que moi j'avais à ce moment-là besoin de régularité. C'était des cours qui étaient combinés en mode très condensé Hmm. pendant quelques semaines, puis après plus rien. Et donc moi dans le plus rien, bah, j'y arrivais pas en fait. J'avais pas la Euh, discipline, j'avais pas encore assez de méthodes de travail. C'était ma faute, hein, mais bon voilà. Ça me convenait pas, mais par contre les cours étaient super. Donc dès que Roberto était là, j'apprenais énormément. Et les cours avec Alvaro, c'était aussi très irrégulier. Et donc ça ne marchait pas non plus avec moi. Donc j'avais vraiment besoin, moi, d'un cadre toutes les semaines, avec un plan sur l'année, ce que j'ai fait moi euh, après avec mes élèves. En ok, fait, moi, j'avais besoin encore, j'avais pas de méthode de travail. J'avais ok. 20 et quelques et moi, j'avais jamais appris comment bien Comment bosser. travailler? Voilà. Il y a une vidéo qui va bientôt, qui sera Ah, sortie sur la chaîne à propos de ça. Donc, ah, ok. regardez les anciennes vidéos Ah, je vais normalement. regarder, moi, ça aussi. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Ah ouais, ouais, Tu me diras j'adore. ce que vous en pensez aussi. Du coup, j'ai plus ma question, mais oui, et quand tu as enseigné, parce que toi, tu as enseigné Assez jeune, ouais. assez jeune, tu as Ouais. enseigné donc du coup à Séville-Cordoue, Ouais. à Orchouleux à Cologne, Ouais. Non, même alors je n'ai pas enseigné, j'étais élève, hein. tu étais élève. Ouais, mais par À contre, Gand, ouais, excuse-moi. à c'est à Gand, Gand. ouais, ouais. Et tu as trouvé une différence, enfin toi, tu étais la même, mais est-ce que le système avec les élèves, c'était différent ou finalement c'était un peu... Alors moi, j'étais pas la même. Ça, par contre, Ah ouais? ouais, j'étais pas du tout la même quand j'ai enseigné quand j'étais plus jeune et quand j'ai enseigné là à Gand. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent plus jeune que mes élèves. Ce qui était très difficile, donc je devais installer un espèce de truc assez bancal pour me faire respecter, étant la seule femme prof dans une ambiance très machiste. Donc Hmm. les élèves, des fois, me regardent un peu comme ça. Donc il y avait un truc bizarre que j'ai dû installer en étant très sérieuse, justement en me créant cette À espèce de toi, Maître. personnage, enfin pas moi-même, Hmm. jamais déconne. Et donc assez, voilà, très structurant, très bien. Et puis à l'époque, je pense que j'étais
voilà, on donnait beaucoup de concerts et mes élèves étaient un peu mes enfants. Donc j'étais hyper maternante, structurante. Ouais, tu vas faire tel concours. Quand je rentrais le week-end chez moi, je dis ouais, machin, il faut qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ci. Hmm. J'amenais les élèves au stage en bagnole. Enfin, Ouais, d'accord, ouais. Tu j'étais t'occupais vraiment d'eux. Ouais. hyper Ouais. volontaire, ce qui devait être bien ou pas. Je pense que c'était un peu trop. En tout cas, je me suis cramée complètement dans cet exercice. Hmm. Donc, quand j'ai repris 10 ans après le poste à Gand, là, j'ai fait OK, là, je vais être moi-même. Par contre, juste les cours et je ne rentre pas dans organiser la vie des gens. Je vais être beaucoup moins interventionniste. Mais par contre, très structurante et beaucoup plus dans la déconne aussi. Et voilà, le cours peut être chouette, quoi. En Bah fait, ouais. là, les élèves peuvent ouvrir la porte et on peut faire un bon fou rire, quoi. Ça va, quoi. Et après, on est sérieux et après, on fait tout bien. Mais voilà, se détendre. Parce que j'ai aussi pas mal appris, je me suis beaucoup formée en pédagogie. J'ai appris à être formatrice de formateurs. J'aime bien ce terme, ça me fait mourir de rire. Et donc, je me suis dit, oui, en fait, j'ai appris des trucs. Voilà, il faut que le cadre soit très structuré, mais à l'intérieur, que les gens soient à l'aise. Donc, voilà, j'ai déconstruit aussi plein de vieux trucs que j'amenais dans mes sacs à dos aussi, quand même. Même si on essaie de pas faire. De ne pas reproduire, ouais. Voilà, mais On commence toujours comme ça. fait toujours. généralement, Voilà, ouais. voilà. Donc, après, les ambiances très différentes. En Espagne, super classe, 60 guitaristes. C'était le plus gros département de guitare en Espagne à l'époque. Ça pulsait, c'était génial. À Gand, j'ai récupéré une classe qui était un peu sur la descente, difficile, pas beaucoup de motivation des élèves. Donc, ouais, je me suis retrouvée face à quelque chose. C'est aussi en partie pour ça que je suis partie. Difficile. Il fallait voilà, soulever les troupes, quoi. Et je me suis dit, bon, en fait, non, en supérieur, enfin, je pense pas qu'il faille. Alors, on a tous des chutes de motivation, mais à la base, on vient motiver, quoi. Bah, c'est Un sûr. petit peu avec les crocs, quoi. Ouais, c'est Croix. sûr. Tu dis que tu es formatrice de formateurs. Ouais. Tu as eu un C1, quelque chose comme ça à l'étranger? C'était quoi Alors, le. En fait, moi, j'ai jamais passé mon CA, donc, par exemple, parce que j'ai jamais réellement habité en France. Ouais. Voilà. J'ai passé l'équivalent du CA en Espagne, mais c'est très différent. Là-bas, c'est un concours à poste, donc tu as genre 12 postes en Andalousie. Tu fais ce concours qui est très difficile, qui est en 3 tours, avec une première partie, un thème de 4 heures à l'écrit, sur 26 thèmes sur l'histoire de la guitare, donc voilà, un truc bien. Deuxième tour, récital, plus analyse de partition. Et troisième tour, un cours avec Kobe ou pas. Donc ça, je l'ai eu. Donc j'ai eu mon poste là-bas. Et ensuite, j'ai eu le poste en supérieur très vite, en fait. Au bout d'un an, j'étais prof. Enfin, genre à 23 ans, j'étais prof en supérieur. On réussit un concours. Non, là, c'était par transfert de poste et par dossier. D'accord. Mais je veux dire, tu n'as pas eu une formation de 2 ans sur la Non, non, pédagogie. du tout. Voilà. Après, c'est moi, à terme, je me suis dit, après mon poste assez vite, j'ai démissionné, j'ai pas donné cours pendant 10 ans, en me disant, le jour où je reprends, ça doit être un chouette endroit où je peux vraiment avoir de l'impact et gna gna gna. Et entre-temps, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, mais ça c'est vraiment moi, qui pêchent dans l'enseignement de la guitare, parce qu'on a un instrument jeune. Il y a plein de gens qui donnent des bons cours par-ci, par-là, et qui ont des trucs, mais on ne met pas en commun. C'est chacun dans son coin, et je trouve qu'il y aurait moyen de progresser tous ensemble. Et donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas super d'aller directement former des profs sur certains sujets pour faire évoluer les mentalités. Et donc je me suis formée pour être formatrice de formateurs, mais en général, en globalité. C'est un diplôme pédagogique en Belgique. Ok. Et puis ensuite, on m'a contacté avant même que j'ai mon diplôme parce qu'en fait, ils cherchaient un formateur en guitare pour enseigner un module sur créativité et impro dans les cours de guitare classique en académie ou en conservatoire. Et j'ai fait, ouais, c'est pas trop ça que je voulais. Mais bon, faisons. Donc j'ai préparé mon truc, j'ai suivi mon cours, je me suis fait des semaines de préparation pour préparer les 5 jours de formation. Parce que, voilà, pour amener des gens en fait qui ont entre 20 et 60 ans pour leur faire, on va faire un cours sur la créativité et l'impro. Donc les gens étaient comme ça. Je recevais des mails genre, j'ai trop peur, il faut venir avec la guitare. Donc voilà, donc je vais faire créer une bonne ambiance pour que les gens Moi après je fais de l'improvisation théâtrale, donc je vais rajouter des petits trucs aussi pour que les gens se détendent. Et finalement, ça a très bien marché. Et je me suis dit, voilà, là j'ai de l'impact en fait. Parce que j'impacte 10 profs qui vont ramener ça, qui vont distiller ça dans leurs cours, mais ça fait bouger les mentalités. Collègues aussi. Enfin, voilà. Et donc je me dis, et puis on échange, on se dit des trucs, les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à faire au niveau de l'enseignement de la guitare, de se mettre en commun, de mutualiser ce qui marche. Parce que, grosso modo, vous allez rire, mais on n'a pas 50 000 problèmes. Il y a le barré, il y a ici les ongles, le son, il y a les arpèges, il n'y a pas tortiller avec trémolo qui est la suite des arpèges, et ici il y a tout ce qui est gymnastique, bouger, et la synchro.
une fois que tu sors de ces 5 trucs, il n'y a rien d'autre. Donc, si chaque truc, tu dis, ben, moi, je le fais comme ça, moi, je le fais comme ça. En fait, moi, je passe ma vie maintenant, dès que je voyage, je demande aux gens, je vais au masterclass des autres, et je fais, tu t'enseignes comment ça? Et les gens me disent, moi, je fais ça. Ah, c'est cool. Et je prends des notes. Et j'ai plein de trucs, et je teste après. Je fais, ah, ça marche. Et j'ai pas le copyright, enfin, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que tout le monde, on partage des bonnes pratiques. Parce qu'il y a un moment, enseigner le barré, on doit tous se le coltiner, ce truc. Et donc, moi, particulièrement, j'ai remarqué, moi, toute ma vie, j'ai lutté parce que je n'arrivais pas à faire les barrés. Oui, qu'on se le dise, je n'arrivais pas. Et donc, mon prof Bartoli m'appelait Mademoiselle Barré, je montais, je descendais. Je n'arrivais pas à faire le barré. Je n'avais pas assez de force, j'arrivais pas, je comprenais pas. Un jour, Alvaro Piri m'a expliqué sur le côté, machin, le truc. Ça a marché, j'ai fait, wow, wow, le truc de malade. Et ensuite, j'ai compris que physiologiquement, pour les femmes, en fait, tu dois commencer le barré bien plus tard. Mais tu fais, mais alors? Et donc, évidemment, moi, je me suis coltiné des répertoires où il y avait des barrés, parce qu'il y en a un peu partout. Et j'ai un de mes collègues à Londres qui m'a dit, ah mais non, mais moi, j'ai un répertoire pour les jeunes filles. Je leur donne ça. Et j'ai fait, non, mais what? Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi personne ne le dit? Moi, j'ai lutté, voilà. Donc, tu fais, bah, en fait. Donc maintenant, tu assumes de donner des pièces différentes à tes Mais au début, étudiants. dans la formation, bien sûr, mais parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie. Évidemment, on a moins de force, mais on a plus de flexibilité. Donc, on ne peut pas jouer les mêmes pièces au début. Et ensuite, il faut se former, faire les exercices, travailler sa force. Évidemment, moi, Bartoli me montrait un barré, il a un doigt qui fait la taille de ma main. Donc, bon, voilà, c'est comme quand on voit les vidéos de Ségovia, il fait boum. Tu fais, bon, j'ai pas ces mains-là. Donc, et je ne les aurai jamais. Et c'est normal, en fait. Ok. Donc, tu vois, oui, c'est avoir de l'attention au genre que de dire, ben oui, on n'est pas le même corps. Donc, c'est pas tabou. Ouais. Et pour parler un tout petit peu, on va essayer d'aller rapidement là-dessus, mais sur tes projets, Tohu. Alors, c'est quoi ce projet? Parce que c'est ton dernier projet, ton dernier disque. Ouais. T'es passé sur France Musique, enfin, t'as fait plein de concerts. Là, tu viens des États-Unis, c'est ça? Ouais. Quand on s'est contacté pour que tu viennes. C'est ça. C'est toujours le même programme que t'as ou il change en permanence ou En fait, ce que je fais dans tout, c'est que c'est des extraits du disque, en essayant aussi de... Je raconte un peu l'histoire du disque et un peu l'histoire, pas ma vie, mon œuvre, mais un peu pourquoi ce disque est arrivé. Donc j'ai travaillé aussi la partie texte avec une metteuse en scène, pour pas dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, souvent, moi, j'improvisais, j'avais quelques blagounettes qui n'étaient pas drôles du tout. Et je baragouinais quelque chose qui était jamais la même chose. Voilà, c'était un peu fadasse. Et puis en discutant avec cette amie metteuse en scène, elle m'a dit, mais en fait, voilà, on peut aussi, tu peux dire, voilà, je vais faire 3 morceaux d'affilée, et puis tu parles là, tu désannonces, les gens ont un programme, tu n'es pas obligé de dire, je vais jouer la sonate opus 14. Enfin, voilà, c'est un intérêt si tu en parles. Donc voilà, c'est bien et d'être précis dans ce que tu dis aussi, si tu parles de la pièce, musicologique ou pas, ou ta vie, ou ce que tu veux dire, Voilà, et donc les gens, en fait, et il y a un fil directeur. Donc il y a un fil rouge. Donc voilà, et donc c'est principalement le programme du disque. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai sorti en 2020, plein confinement, et donc en fait la tournée, elle est en décalé. Je la fais maintenant, mais parce que j'ai pas pu la faire en 2020. Voilà. Okay. Non, mais voilà. C'est intéressant le fait de prendre des artistes qui prennent la parole ou non sur scène. Maintenant, c'est quand même très actuel, hein, quand même de prendre quand on va voir un concert et qu'on a le musicien qui dit pas un mot. C'est bizarre. Ça fait bizarre, une fois qu'on entend ça. Mais savoir quoi dire, par quel bout l'annoncer, bien équilibré, etc. C'est quelque chose. C'est important. Puis après, des fois, on se trouve très drôle soi-même. Alors, ça, c'était pas nécessaire. Donc voilà, aussi, moi, j'ai ce truc-là que j'aime beaucoup, décaler les choses. Pas toujours que le curseur soit au même endroit. Et donc, à un moment dans ma carrière, quand j'étais plus jeune, j'arrivais sur scène, je faisais une présentation en mode je suis l'attachée de presse Gaëlle Solal, je faisais un espèce de truc de stand-up. Et puis en plus, après, je commençais mon concert. Et en fait, c'était pas juste, parce que les gens ne venaient pas du tout pour ça. Les gens venaient écouter un concert de guitare. Et donc, moi, je me trouvais très marrante, mais en fait, c'était moyen. Et donc, quand je serai vieille, que j'aurai de l'arthrose, je ferai du stand-up parce que ça me branche, mais pour mon plaisir, sur le côté. Donc, mais c'est un autre... Donc voilà, je trouve que c'est important de réfléchir, pas de dire bah, je vais le faire comme ça, de se faire conseiller, de dire à quelqu'un, tu veux bien regarder ce que je dis là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un public lambda, est-ce qu'un public guitariste va être intéressé? Et puis quand tu es invité dans un festival de guitare, on n'attend peut-être pas la même chose que quand tu es avec Crazy Nails, par exemple, où là, on sait que c'est clown, quoi. Oui, l'idée, c'est... J'ai vu quelques extraits sur Internet, l'idée, c'est de s'amuser, quoi, non? Pour les enfants, un peu, ou pas spécialement? C'est de 4 à croulant. En fait, l'idée, c'est de commencer c'est un concert qui commence comme un concert de guitare normal, on habille classique. Tout commence normal et il y a des petits grains de sable dans la machine et ça s'enraye et ça part complètement en cacahuète. Et donc on termine à jouer du hard rock sur guitare classique avec les cheveux au vent. Donc voilà, enfin pour moi, pas pour Boris. Parce que... Mais donc voilà, en fait le postulat de ce spectacle, c'est de se dire
qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire sur une scène de guitare classique. Et donc, on a listé tout ça. Et donc, moi, j'ai noté tout, on a regardé, on a été voir plein de concerts, et on a noté tout ce qu'on n'a pas le droit, ou qu'on pense qu'on n'a pas le droit, et on l'a fait. Voilà. On voit l'état d'esprit quand même que tu as. Mais oui. Et, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Sur Instagram, tu as publié il n'y a pas très longtemps un podcast où tu es passé. Ouais. Maman est artiste. Maman est artiste, Ouais. c'est ça. Et tu parles que le regard sur la société. On va parler un petit peu de différence entre hommes et femmes, et puis après on parlera un peu plus de guitare, mais voilà, que toi, ton regard, c'est que. Alors, évidemment, alors moi je suis un mâle blanc de 37 ans, hein, on est tous d'accord là-dessus. Donc, j'ai pas la même perception, mais enfin, j'ai une perception, on va dire, assez équilibrée, je pense. Mais ce que je te propose, c'est qu'on en parle un peu comme si, comme si j'avais un accord vraiment différent avec toi pour que justement tu sortes des arguments intéressants, tu vois. Par exemple, tu dis, on n'a pas, mais ça pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que vraiment une femme ne peut pas être ambitieuse en 2023 parce que c'est très teinté, Ouais. c'est très teinté. C'est teinté par, ça peut être teinté sur le cercle amical, sur le regard que les gens ont. Nous, moi, la question qu'on me pose le plus quand je suis en tournée, surtout très loin, on me dit, mais t'as un fils, mais il est où? Et alors, avant, j'étais tellement choquée que je disais, bah, il est avec le papa, et tout va bien. Et puis maintenant, en fait, au bout de 3, 4, 10 fois, j'ai une réponse qui est, il est sous un pont, mais il n'a pas froid, je lui ai mis des couvertures. Parce que je n'en peux plus. Je Ouais. n'en peux plus. C'est des questions qu'on ne pose pas à mes collègues C'est sûr. qui ont, pas un, mais plusieurs enfants. Personne ne leur a jamais dit, alors comment tu combines? Et personne ne leur pose cette question. Donc voilà, donc là, C'est clair. voilà. Et tu disais aussi, c'est important de tout de suite se remettre dans le bain après avoir donné naissance à un petit garçon et une petite fille. Oui. Toi, tout de suite, en fait, tu avais rapidement eu envie de... Alors moi, c'est le conseil qu'on m'a donné, évidemment en me disant, tu verras comment tu te sens, mais a priori, au niveau professionnel, il vaut mieux que tu te remettes tout de suite en scène et qu'on ne voit pas un énorme trou dans ta saison et dire, mais où est-elle? Et donc moi, j'ai suivi ce conseil et surtout, je me suis rendu compte, quand mon fils avait 2 semaines, que je grattais déjà les murs chez moi. Donc j'ai recommencé, moi, à faire mes entraînements d'impro, à reprendre un peu ma vie, parce que, voilà. Mais ça, c'est chacun qui a un vécu différent. Il y a des gens qui restent à la maison, qui veulent pouponner, et qui veulent prendre 14 années sabbatiques, et tant mieux. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout, c'était pas moi. Moi, j'avais besoin de remonter sur scène, de reprendre en fait le cours de tout ça. Et j'ai fait des répétitions pour Crazy Nell jusqu'à mes 8 mois de grossesse. J'ai donné des concerts, j'étais comme ça pour jouer au Canada et j'étais à 7 mois de grossesse. Ça ne m'a pas empêché de faire tout ça. J'étais crevée, mais j'ai tout fait. Voilà. Je me souviens de ce voyage en avion où je débordais de tous les côtés. Voilà, mais j'ai fait ça. Ça peut être comme ça pour les papas aussi, tu sais. Voilà. Et niveau organisation maintenant, parce que quand on a un enfant, les journées se rétrécissent. Complètement. Et t'as un truc, toi, pour être encore plus organisé? Ou peut-être que tu es devenu organisé grâce à ça? Alors moi, je pense que je suis devenue organisée grâce à ça. J'étais très chaotique. Je faisais tout à la dernière minute. Très nocturne aussi. Je me couchais très tard. Je me levais très tard. Enfin, c'était vraiment... Ah, tu peux plus. Donc là, c'est... Donc c'est un peu structuré. Ça, c'est juste. Et puis ensuite, c'est l'anticipation de plein de choses. OK, il y a la tournée. Ça se passe comme ça. Comment on fait? Qui va quoi? Ça m'a donné, moi, un cadre. En fait, c'est fou, mais j'ai enfin pris la guitare comme un travail que je n'avais pas avant. Et donc, en fait, je vais poser mon fils à l'école, je reviens, et quand on me dit, mais dis maman, tu fais quoi après? Je dis, mais je travaille. En fait, je travaille. À 9h, je suis sur ma chaise et je travaille. Et donc, j'ai ma petite application qui mesure mon temps de travail, je la lance et c'est parti. Et donc, maintenant, j'ai organisé mes journées différemment. Avant, je commençais ma journée par mon ordinateur, je pense comme beaucoup de gens. Maintenant, ce n'est plus le cas, je commence par ma guitare. Et ensuite, grosso modo, je termine ma journée à 15h, je prends mon vélo, je vais chercher le petit à l'école, pleine de jeux, gna gna gna, ludothèque, bibliothèque. On rentre, manger 5h30, coucher 19h. Et là, 19h30, nettoyage du carnage. Et à 20h, je commence ma 3e journée. Et là, c'est tableau Excel, email. Gaëlle, tu m'as pas répondu. Oui, non, je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu. Voilà, donc je suis plus du tout, je ne suis pas très joignable au téléphone, tout ça. Voilà. Donc oui, moi ça m'a structuré. Après, j'ai beaucoup amélioré mes méthodes de travail. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, mais c'est pour les élèves, un peu pour moi, mais j'arrivais pas à l'appliquer à moi. Et en fait, maintenant, je l'applique à moi-même, quoi.
Hmm. Donc c'est vraiment un sujet qui me passionne en fait. Comment tu organises ta journée, c'est quoi les Pour être le plus priorités. efficace possible, Ouais, à fond, etc. ouais. Et pour parler un peu plus de la guitare maintenant, de la différence entre femmes et hommes, donc tu as créé Guitare L pour rendre plus visibles les guitaristes femmes. Alors j'ai vu, il y a rubrique concert, artiste, Ouais. prof, etc. Euh, alors la question qu'on se dit tout de suite quand on est un mâle blanc comme moi, c'est il y a Sharon Isbin, il y a Philomena Moretti qui sont des stars, Anna Vidovic, dans les jeunes générations, là, Cassie Martin, etc. Mhm. En quoi c'est pertinent du coup? Mais c'est pertinent si tu regardes juste si tu fais la statistique et tu regardes sur les festivals les proportions. Donc l'idée de Guitarelle à la base, c'est venu d'un festival où j'étais invitée, où on a fait un colloque sur ça, et puis quelqu'un du public a dit oui mais bon, enfin pourquoi vous voulez qu'il y ait plus de femmes dans un festival, vous êtes pas beaucoup. Donc là j'ai fait non mais attends, d'où, comment, Hmm. pourquoi? Et donc là ça fait presque une dizaine d'années que j'ai des listes comme ça où une espèce de base de données pour dire mais en fait on est beaucoup. En fait Hmm. on est beaucoup, c'est juste qu'on est beaucoup moins visible, et tu as des séries parfois où tu as genre 14 concerts et tu as des fois pas de concerts de femmes. Parce que les gens n'y pensent pas, parce que souvent on invite les mêmes personnes, et que certaines femmes ont beaucoup de notoriété, comme tu dis, ces collègues qui sont méga connus, qui sont des Hmm. superstars, mais qu'il y a aussi un grand décalage avec celles qui sont moins connues et qui sont vraiment pas du, qui sont vraiment dans l'ombre, quoi. Et qui n'ont pas accès en fait à être programmées. Et donc, comme d'habitude, c'est ce fameux cercle vertueux ou vicieux. Moins tu es programmé, moins tu as de la lumière, ben moins on va Hmm. penser à toi. Et donc, il faut inverser la tendance. Et donc, souvent, moi ce que je fais, c'est beaucoup de travail pédagogique. C'est de regarder les programmations, de me dire, OK, chouchou, tu as un festival, ça fait 15 ans que tu le fais. Tu as combien de femmes? Sur 15 ans, tu as invité 2 nanas sur tous Hmm. tes concerts. Je vais prendre mon téléphone, mon mail, je vais dire, est-ce qu'on peut discuter? Et donc, je papote et je dis, ben, est-ce que tu t'es rendu compte? Ah non, j'ai pas vu. Je me suis pas Hmm. rendu Hmm. compte. Est-ce que tu penses à des gens? Est-ce que tu as besoin de suggestions? Tu veux regarder la liste? Tu scrolles, tu regardes. Ah ouais, super. Et donc maintenant, j'ai des gens Hmm. qui scrollent pour programmer, qui vont sur la base de données. Hmm. Tu vois, donc c'est juste de se dire, ah mince, j'y ai pas pensé. Tu vois, donc c'est pas qu'il y a. Et donc voilà, après, il y a toujours cet argument, oui, mais que j'ai eu plusieurs fois dans ma face, mais oui, nous, ce que nous primons, c'est la qualité. No comment, voilà. Donc voilà, c'est vraiment Et alors, il y a le gros inconvénient, c'est de faire tous les 10-15 ans un festival qu'avec des femmes. Parce qu'alors, tu invites toutes les collègues Hmm. ensemble, Hmm. elles vont faire du réseau entre elles, mais pas avec les autres gens. Et donc, Hmm. en fait, tu résous pas le problème, puisque le but d'un festival et le bénéfice d'un festival, c'est aussi le réseautage, parler avec d'autres gens, que d'autres gens t'écoutent. Mais si tu invites toutes les femmes ensemble pour dire, Hmm. voilà, moi, tous les 10 ans, je fais un festival Only Women, allez, hop. Hmm. Non, en fait, ça résout pas du tout le problème. Ça fait partie du problème. Et parce que du coup, j'ai réfléchi à cette question-là, comme on Mhm. allait se parler. Je sais pas, j'ai regardé les premiers prix GFA par exemple. Tu vois. Ouais, Et tu vois, t'as deux. T'en as deux. ouais, t'en as pas beaucoup. Entre 2020, t'avais Martin Masters. En 2021, c'était la suivante. Ouais. Pendant 20 ans, t'as pas eu de femme premier Ouais. prix. Tu penses que c'est aussi dû parce que c'est des femmes ou parce que je veux dire, on peut se Alors, dire qu'un concours, tu vois, c'est sur les quand même. concours, il y a un gros souci de participation. Et donc ça vient d'un programme sociétal, c'est-à-dire que les femmes, les jeunes femmes, les filles, participent moins au concours parce qu'elles se sentent pas assez prêtes. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est des études sociologiques qui disent qu'une femme ne va postuler même à un poste de prof, ça c'est un autre problème, Mhm. que si elles sont surqualifiées. Alors qu'un gars va se dire, bah, je verrai sur place, quoi. Et donc moi j'ai vu beaucoup d'élèves qui disent, mais moi je suis pas assez prête. Je dis, mais si, va. Et puis c'est le jury qui va te dire oui ou non. Et donc moi j'ai vu beaucoup de gens qui ne se présentent pas. Donc en fait il y a un problème quand tu regardes les statistiques, même quand moi je suis jury, Mhm. tu as une ou deux filles qui se présentent sur... là c'est Mhm. déjà... Donc évidemment, il y en a moins qui passent en Mais Est-ce filles, que, c'est des nombres. Enfin, est-ce que ça vient pas là le problème aussi, ah oui, tu vois? c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il faut préparer les filles pour aller au concours. Mhm. Voilà, et avoir une préparation spéciale. Donc à terme, dans Guitarelle, l'idée c'est de donner aussi des modules de préparation au concours, de tous ces trucs-là, de se projeter, d'avoir de l'ambition, de se dire, en fait, j'y vais, quoi. Mhm. Et si j'ai besoin d'être surprête, eh ben, ok, on va te surpréparer. Et comme ça, tu vas y aller. Et comme ça, on va inverser la tendance. Parce Mhm. qu'évidemment, s'il y en a deux qui se présentent sur 50, c'est logique qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est ce que je veux C'est dire. logique, Ouais, c'est de la pure statistique. d'accord. Donc il y a ça c'est une première partie du problème. Deuxième partie du problème, dans les jurys, il faut beaucoup plus de mixité. Là, je pense on peut demander, là, en 2023, la parité sur les jurys. Là, c'est possible. C'est une demande que tu fais Ah ouais, officielle. je le fais. Là, en fait, sur les festivals, moi, je demande la représentativité, c'est-à-dire on est moins, mais on est beaucoup quand même. Mhm. Donc sur 14 concerts, on peut dire que tu peux en faire 4 de femmes, obligatoirement, 4-5. Par contre, sur le jury, tu fais parité. Point. Là, sur un terme de professeur, de jury, parité. Point. Et c'est pas négociable.
Hmm. Tu vois, juste que les gens s'engagent et disent ouais, parité. Et quitte à te casser la tête pour trouver qui, quoi, comment. Hmm. Parité, quoi. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait des femmes aussi au jury. C'est important. C'est Donc important. finalement, tu es un peu pour la, je sais pas si on appelle ça discrimination positive, Oui, tu vois. Toi, totalement. tu penses qu'il faut passer Ah, par mais là on est pour. obligé. De toute façon, pour inverser la tendance, on n'aura pas le choix. Ok. Ça, parce que ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne Et, bouge pas beaucoup. et tu penses que c'est le même problème pour les compositrices, par exemple? Parce qu'il y a quand même, depuis plusieurs années, je trouve qu'il y a. C'est un peu Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, les orchestres sont attentifs, il y a des initiatives incroyables comme tu vois la boîte à pépites qui font ce calendrier de l'Avent avec plein de compositrices. Il y a plein d'assos qui se battent justement pour revaloriser les compositrices. Mais au niveau des interprètes, c'est plus faible parce que c'est par instrument en fait, quoi. Et Mhm. certains instruments n'ont pas ce problème. Nous, on fait partie des instruments qui ont ce problème-là, c'est genré dans ce sens-là. Les harpistes ont le problème inverse. Ouais. On va faire Et, harpile. et qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelques années, il y a eu un article, ça n'a plus rien à voir, mais Ouais, dans Mediapart, ouais, où tu as participé un tout ouais. petit peu. Alors, pour redire un petit peu le contexte, c'était sur les violences sexuelles Sexuelle et les violences éducatives. et Ouais, éducatives il y avait deux parties. qui étaient faites aux femmes dans le cadre de leurs... Ah enfin, non, certaines femmes. non, qui était faite aux élèves en général. Non, D'accord, non, ok, c'était pas que pour je les me rappelle femmes. plus. Ouais. Donc je fais bien de le dire. Non, non. Et du coup, enfin, il y avait des histoires atroces atroces de profs de flûte qui faisaient du chantage sexuel avec leurs élèves, Ouais. etc. Bon, des vrais salopards, on peut le dire. Oui, oui, oui. Toi, tu interviens parce que je sais que ça a choqué un petit peu certaines personnes, tu vois, voilà. Donc c'est bien peut-être qu'on en parle comme ça. Tu nous dis un peu ton ressenti de Oui. l'époque. Et tu me dis si je me trompe, hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu l'article, mais tu parles des cours de Ponce. Oui. Où tu disais que c'était mal à l'aise au fait qu'il pouvait, enfin qu'il n'était pas pareil avec les hommes et les femmes, Ouais, complètement. qu'il touchait le genou. Alors, moi, il touchait le genou à beaucoup de gens, mais peut-être que, enfin, Bah, c'est complètement déplacé en ouais, général, je ouais, trouve. Voilà, on n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour lui montrer quoi que ce soit, ouais. et que ce soit un homme ou une femme. C'est quand même une partie. Enfin, quand on est assis et qu'on te touche le genou, c'est quand même Mm. c'est très limite. Mais moi, ce que j'ai, en fait, j'ai entendu parler de cette grande enquête qui était menée pour Mediapart. Moi, en fait, je n'ai jamais parlé de ce sujet Mm. pendant des années. J'ai traîné ça. C'était Euh, un poids, pourquoi? C'était Pourtant. un très grand poids. On m'a demandé plusieurs fois si j'avais envie de parler de mes études de conservatoire. J'ai toujours dit dans les interviews, pas de commentaires. J'ai jamais fait ça sur aucun sujet, mais là j'ai dit, en fait, j'ai pas de commentaires. Mm. J'ai ni envie ni rien. Et en fait, quand cette enquête est sortie, je me suis dit, il est peut-être temps en fait d'en parler parce que c'est pas normal. C'est Mm. pas normal. Et je n'avais pas du tout cette notion de ce mot, les violences éducatives. En fait, je ne l'avais jamais entendu avant. Et donc, le journaliste m'a interviewé pendant 3-4 heures. On a Ah ouais. parlé de tout ça. Enfin, ça a été hyper. Et donc, oui, il y a quelques phrases, mais en fait, ça a été il a vraiment fait ça très en profondeur. Et donc, là, en racontant tout ça, il était hyper choqué par tout ce que je lui ai raconté. J'ai passé 3 ans de migraine, de mal au ventre, de stress, Ça, c'est quand tu étais au quand CNSM j'étais au avec ça? Ouais. CNSM, d'être tout le temps sous pression, tout le temps des comparaisons avec tout le monde, Mm. des commentaires sur ma façon de jouer, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, que de toute façon je comprenais rien à la vie, voilà. Et donc que j'étais même pas une vraie femme. Enfin voilà, donc j'en ai pris plein la gueule pendant 3 ans. J'ai failli arrêter la guitare. C'est pour te dire de quelqu'un ultra motivé comme moi Mm. pour arrêter la guitare. Et en fait, j'ai eu la chance que Léo Brauer vienne donner une masterclass en deuxième année. Et donc, je suis venue avec une estime de moi à -50. Et il m'a dit, mais c'est bien ce que tu fais, Gaëlle. Et là, j'ai fait, mais quoi, pardon, comment, de quoi? Et donc, il a fallu que Léo Brauer vienne me dire, c'est bien ce que tu fais, pour d'un coup, je me dise, ah, Mm. peut-être en fait, quoi, parce que c'était la chute aux enfers. Et avec, Mm. c'est ce que je disais dans l'article, je sais pas si, c'est qu'on n'avait aucune visite médicale, aucune assistance de rien. En fait, on Mm. n'avait personne vers qui parler. Moi, ma famille n'a pas du tout pris l'ampleur de ce qui se passait. Donc, voilà, c'est aussi normalement souvent la famille qui peut Mm. aider. Mm. Et donc, je me suis retrouvée d'une solitude. Et puis, toute la personne ne se parlait. On s'est revus tous, les anciens, même il y a un ami que j'ai revu depuis. Ça faisait 20 ans qu'on ne se voyait pas. En fait, on n'était pas amis à l'époque puisque personne ne se parlait. Et on s'est dit, mais en fait, on s'est complètement raté. Maintenant, on est Mm. potes. Mm. Il va monter un spectacle. Je lui ai donné le coup de pouce pour dire, vas-y, en fait. Mm. Et on est là, genre, mais ça répète les meilleures années de notre life. Mm. Ben, c'est complètement à côté, quoi. Donc oui, j'ai pris la parole parce que c'est important de dire qu'il y a des violences éducatives et qu'il faut que ça s'arrête. Parce que maintenant, moi, j'ai un fils de 6 ans et qu'en fait, qui a été harcelé à l'école en maternelle. Et donc, j'ai pris la notion aussi de me dire, mais et personne ne s'en est rendu compte, sauf moi. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas imaginer qu'un jour, mon fils fasse des études musicales et que qu'un prof se sente mais l'autorisation
de tout ça. Je me dis, en fait, il faut que ça s'arrête là maintenant. Et donc, il faut parler. Et donc, il faut parler, quitte à choquer, quitte à ce que des gens disent, mais j'ai pas vécu ça. Et je leur dis, mais tant mieux pour toi. Tu n'as pas vécu ça, mais c'est super. Moi, j'ai encore de la thérapie à cause de ça. Mais moi, en fait, j'ai vécu ça et je le dis. Et donc, si tu ne me crois pas, dis ce que tu veux, mais en fait, sois choqué. Mais c'est arrivé. Et ça a marqué qui je suis. Et ça m'a brisé pendant longtemps. Et ça a donné ma carrière qui est différente. J'ai perdu beaucoup de temps avec tout ça aussi. Ça a tellement cassé ma confiance en moi que ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Et tu penses que ça a été aggravé parce que tu étais une femme? Ou finalement, c'est... Complètement, Ouais. complètement. Il était horrible avec les femmes, pas toutes, parce que moi je ne jouais pas ce jeu de séduction. Donc moi moi je l'appelais pas maestro, moi j'étais une gamine, comme je disais, avec les couettes, les tresses, c'était complètement dans mon... Moi je voulais jouer le Constantin Lenroès, quoi. Non mais c'est vrai, tu vois, enfin, Ah oui, oui. j'étais pas du tout dans... J'avais pas du tout cette notion-là, j'avais déjà un copain à l'époque, j'étais pas du tout dans le de plaire. Moi, j'étais pas du tout dans ça. Donc en fait, moi, je l'ai vécu frontalement. Et il m'a même dit qu'il avait été d'une dureté avec moi un jour en se croisant dans un couloir. Il m'a dit, mais j'ai été infect avec toi. Donc voilà, il en est totalement conscient. Il en était totalement conscient, quoi. Et finalement, ça n'a pas apaisé un peu? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, parce qu'il s'est pas excusé. Il a juste dit, parce que la phrase d'après, c'était, mais c'était grosso modo pour ton bien. D'accord. Allez, Bon, parce que, ouais. voilà. Donc, Bah, si on tu sait que veux- c'était aussi un... Voilà, mais on sait que c'était aussi un maestro un peu à l'ancienne, quand même. Oui, bien sûr, Euh, avec tout ce que ça a de problématique. Voilà, et on est en 2023, et c'est ça. Donc en fait, moi, dans l'idée de on peut vénérer des apprentissages, certaines choses. Moi, je suis pas du tout dans ce genre de vénération. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre et partager, et c'est concret. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Enfin, souvent, je dis à mes élèves, moi, j'en sais pas plus que toi, en fait. C'est juste que j'ai beaucoup plus d'années de guitare dans les pattes parce que j'ai commencé jeune. Il y a plein de trucs que je sais pas faire encore. Je cherche encore. Donc, je ne détiens pas un savoir qui me vient d'un truc divin. Donc, moi, je suis pas du tout dans ce truc de vénération. Et surtout, je ne voudrais pas que le futur passe par ça en disant on va perpétuer ça parce que c'était une figure mythique. Oui, mais c'est d'un autre temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Il y a MeToo, on commence à comprendre qu'en fait, ce n'est pas possible d'être violent dans l'éducation, que ça n'amène rien. Ça n'amène à rien. Ça amène juste de la terreur, de la perte de confiance en soi. C'est pas pour ça qu'on joue mieux. Donc on va arrêter. Et même si c'était pour ça qu'on jouait mieux, il y a toujours d'autres façons d'y arriver. Donc c'est important, je pense, de redistribuer les cartes. Et donc oui, c'est choquant, mais en fait, justement, on est là pour ça. Moi, c'est quelque chose dont je suis très fière, je dois le dire, c'est de l'ouvrir en fait maintenant. Voilà. Quitte à déranger, en fait, je m'en fous. Complètement. Voilà. Et si ça peut sauver des gens qui ont vécu la même chose que moi, qui sont en train de vivre la même chose que moi, et qui se disent, ah, en fait, c'est pas normal. Ouais, surtout des jeunes. Surtout des jeunes. C'est pas possible, parce qu'on a un âge terrible. En fait, entre 17 et 25, on est des gamins. C'est encore pire. On est hyper fragile. On n'est pas encore pro. On sait pas où on va. On est complètement... On n'a aucune marque, aucun repère. On sait pas, en fait, qui quoi que. Mais c'est l'enfer. On est dans un âge où personne n'a le droit de faire ce chantage-là. C'est une horreur. Donc voilà, moi je le dirai, et je le dirai jusqu'à ce que j'ai plus de salive pour le dire. C'est intolérable. Intolérable. Et comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Alors je progresse d'une façon très particulière. En fait, j'ai une partenaire de jogging J'attendais qui pas celle-là. s'appelle, ouais, voilà, mais oui, qui s'appelle Elodie Bouni, qui est une très grande guitariste et compositrice. En fait, c'est une amie, une de mes meilleures amies, et on s'est rendu compte, elle est aussi maman, et on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, que la journée passait et que la liste des tâches monte, on n'y arrive pas, parce qu'elle aussi, elle fait 50 trucs, moi aussi, donc on n'y arrive pas. Et donc, la journée est finie, je n'ai pas touché ma guitare, c'est problématique. Et donc, on s'est dit comment on pourrait se motiver. Et donc, on s'est dit, bah, tu veux pas qu'on se fasse de la technique par Zoom? Allez, donc on a fait ça. On a lancé le truc, et en fait, on a tout de suite trouvé comment faire. Donc, on se dit, on va prendre un bouquin, qu'on n'a pas pris, n'importe, Pujol, ce que tu veux. On l'ouvre, on dit, ah, tu sais quoi, on va faire des liés. On ouvre, on prend un exercice, on coupe le son, on l'essaye, on fait, ah ouais, c'est bien, le numéro 84. On lance une boîte à rythme, super boîte à rythme, on donnera la référence, fabuleuse, avec des rythmes brésiliens, Ibatoke. On lance le truc, on se dit, à tout à l'heure, on le prend à 60, on se le fait 4 fois, à toutes. On le fait, on laisse la vidéo, et on se regarde genre, attends, c'est dur. Et on fait 1 heure comme ça. Après, on dit, ouais, on débrief. Ça, c'était dur, ça, c'était bien, non, cet exercice, il est nul, on back. Ok.
Il y a des trucs qui sont hyper durs et en fait, au bout de 2-3 fois, on est là genre, ah ouais, ça marche. Et parce que c'est quelqu'un qui me permet d'être vulnérable. Donc je peux lui dire, en fait, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ce truc, je n'ai jamais réussi à le faire. Et elle me dit, mais moi non plus, ou ça. Et donc en fait, j'ai quelqu'un à qui je peux déverser mes faiblesses, ce qui est un peu impossible à un certain moment, avec cette image publique, le truc en virtuose. En Bah, fait, on sait pas tout. En après, fait, on sait pas tout, quoi. ce qui est sympa, c'est de faire ça quand on est encore dans les études, quoi. Si vous avez 16-20 ans, Ah, je mais sais pas, d'office, ça c'est c'est génial. c'est ça qui est génial, C'est quand on a super. une super ambiance de classe, Ah ouais, c'est ça de... doit porter ça, voilà. Ouais, c'est sûr. Mais c'est Euh, bien de le garder, je pense, parce qu'on continue d'apprendre et on voit aussi des trucs on se dit, en fait, voilà, là j'ai un truc que je procrastine depuis toujours, je ne l'ai jamais résolu. Et il y a mm, des sujets qui sont dans le sac à dos, on dit, bon, allez, mm, on ne le mettrait pas là sur la table et alors on le détricote et franchement, ça fait du bien, quoi. mm, Donc moi, je peux que vous recommander cet échange. Après, en vrai, ce serait mieux, mais bon, nous, on mm. a trouvé Zoom parce qu'elle habite à Lisbonne, c'est pas ma faute. Et, euh, et pour finir, est-ce qu'il y a un échec dans ta vie? Parce que on a parlé de, je sais pas, du passé, Ouais, des moments assez négatifs, mais est-ce qu'il y a quand même un échec dans ta vie euh, qui t'a servi de façon positive plus tard? Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Oui, je sais quand j'ai fait la première fois le concours Alessandria, je m'étais vachement préparée. Mais pas bien, mais je pensais que j'étais prête. Et je suis arrivée en demi-finale, et c'est tout, je suis pas passée en finale. Et je l'ai vécu comme un échec, alors que c'était vachement bien. Mais bon, bref. Toi aussi, t'as aussi ce que tu te mets dans ta tête, le Mm. truc, ah, j'ai gagné, je vais passer en finale. Enfin, moi, je voulais au moins passer en finale, c'était mon objectif. Mm. Mais j'avais visé un peu trop haut. Et en fait, donc je suis sortie de là, je suis allée écouter la finale et j'étais avec beaucoup d'amertume. Je m'en souviens parce que c'est un. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là où je suis sortie de la finale quand ils délibéraient et tout. Et quelqu'un de l'organisation, je sais plus son nom, mais que j'adore, qui n'est plus de ce monde maintenant, qui était quelqu'un qui assistait l'organisation du concours, est venu vers moi et m'a dit, Gaëlle, en italien, alors je ne parlais pas un mot à l'époque, voilà le programme de l'année prochaine. Et reviens. Et donc moi j'étais là en mode, non mais attends, de toute façon, tombé, enfin, un échec cuisant pour moi, pour mes attentes, j'avais des attentes, voilà. Mm. Et donc ce gars qui me donne cette photocopie avec le programme, parce que c'est la tradition là-bas, il te donne le programme l'année prochaine, Mm. le jour de la finale. Et qui me dit, mais reviens, refais-le. Et donc je suis partie, mais vraiment mitigée en me disant, mais en fait je suis pas sûre de refaire ce concours, ça m'a Mm. saoulée, voilà. Mais j'avais ce papier. Et donc dans le train, rentrant chez moi, j'ai regardé le papier, j'ai vu qu'il y avait une liste de morceaux imposés et le concerto d'Aranjuez ou le concerto d'Ohana. Et je me suis dit, tu sais quoi? Allez, va. Tu vois pas que ce gars, il ait raison, en fait. Et je me suis dit, j'ai 365 jours. Allez, challenge. Et en Mm. fait, de ce truc-là, je suis repartie en mode challenge. Mm. J'ai fait 365 jours de concerto d'Ohana, 365 jours de tout mon programme. Mm. Et je suis revenue et j'ai gagné ce concours contre Mm. toute attente. Personne ne me connaissait, personne ne pensait que j'allais gagner. Il n'y a que moi qui avais choisi Oana sur tous les candidats. Le pianiste n'avait pas travaillé Oana, l'orchestre n'avait pas travaillé. Enfin, Ah oui. c'était mais la folie. Ils ont travaillé jusqu'à 4 h du matin. Je l'ai su après, hein. Donc si tu veux, c'était vraiment personne ne m'attendait. Il y avait des gens assez connus et tout. Donc j'étais vraiment, qui est cette fille? Mm. Mais moi j'étais en mode, ça fait 365 jours que je me prépare. Donc je suis prête là, les gens, quoi, tu vois. Mm. Donc en fait, ça m'a vraiment servi, mais parce qu'il y a quelqu'un tout de suite qui m'a dit, Mm. vas-y, en fait, tu peux le refaire. Et c'est ça souvent que je dis aux gens quand ils font les cours, mais tu peux le refaire le concours. Il n'y a pas, à part certains concours d'entrée, malheureusement, et je n'ai jamais compris pourquoi, il y a des limites. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des limites d'âge et des limites de, genre tu peux le faire 2 fois ou 3 fois. Je trouve ça très injuste. Parce qu'imagine la première fois, tu l'as fait comme ça, imagine la deuxième, tu es comme ça, imagine la troisième, tu as eu un truc terrible dans ta vie une semaine avant. C'est dégueulasse. Tu peux pas, tu passes à côté de. Enfin, donc voilà. Donc moi, c'était un gros souvenir d'échec avec un. Et de là, je me suis dit, mais en fait. Une victoire arrivée, quoi, finalement. Ouais, mais qui n'aurait pu. En tout cas, Ah oui. en fait. Et alors, j'ai fait. Il y a un truc qui a changé dans ma tête aussi, c'est que je me suis dit, en fait, cette fois-ci, je me suis réellement bien préparée. Et donc, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas prête là. Et j'étais clairement pas prête la fois d'avant, vu ce que j'avais fait là. Et qu'en fait, avant le concours, je me suis dit, mais en fait, même si j'y vais pas, dans la préparation, c'était génial. T'auras appris des Et choses. j'ai kiffé la Voilà. préparation. Donc en fait, ça s'est complètement retourné. Et c'est souvent ce que je dis pour les concours. Le plus important n'est pas du tout le prix, même si c'est chouette. On va pas se le. Mais c'est ta préparation. C'est toute la préparation, comment tu t'es challengé et tu fais. En fait, ouais, là je suis prêt, là je suis pas prêt. Voilà.
Donc ça, ouais, c'était un beau revirement de situation. Eh ben bravo. Est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on se quitte, Gaëlle? Oui, j'ai un beau souvenir parce que je vois là le portrait d'Isabelle. Je voudrais dire que c'est important ces lieux où on papote, ces lieux où on échange. Échanger, poser des questions. N'ayez pas bête de dire je sais pas en fait, comment tu fais ça, comment tu fais ci. Et échanger, donnez-vous des conseils. Enfin, c'est vachement important. Arrêtons ce truc de il y a ceux qui savent pas. On sait tous plein de trucs. Moi, j'ai des élèves qui Mm. m'ont appris des trucs de malade. Et donc, ouais, je voudrais faire un petit hommage à Isabelle, qui a été la maîtresse de ces lieux. C'est là où je suis venue chercher ma première guitare de concert quand j'avais 12 ans. Et j'ai essayé tout le magasin. Donc voilà, il y a des gens fabuleux dans ce parcours. Allez les chercher. Ça remet du soleil partout où il y a besoin. Voilà. Ouais, génial. Ben, merci Gaëlle. Merci à toi. C'était cool. Merci à Maxime qui m'assiste Ouais. aujourd'hui. Merci à Orlando qui nous a ouvert la guitare aria. Merci à vous qui regardez. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Ça aide au référencement de la chaîne et de cette vidéo. C'est super sympa. En tout cas, on vous dit au revoir et belle musique à vous. Ciao.